Bonjour tout le monde, Marc Biba avec vous. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos camarades et mettre un commentaire et bien sûr de subscribe dans notre chaîne sur YouTube pour recevoir plus de notifications. Donc aujourd'hui on va parler de certains exercices et surtout un QCM, question de choix multiples sur le noyau. Donc j'ai déjà expliqué la partie du noyau. Et dont on a traité plusieurs notions concernant le noyau interphasique, le noyau pendant l'interface d'une cellule. Et donc, vous avez plusieurs QCM. Et chaque QCM, bien sûr, chaque notion, elle est, bien sûr, vous avez la réponse jointe avec la question. Donc, pour répondre aux questions de QCM, il faut bien sûr voir les vidéos précédentes pour pouvoir comprendre et répondre aux questions que vous avez. Donc, concernant le noyau interphasique, on va commencer par la question numéro 1. La membrane nucléaire externe est en contact avec la lamina nucléaire. B. Les nucléoles sont limités par une membrane. C. L'espace intermembranaire est en continuité avec la lumière de l'appareil de Golgi. D. On peut observer plusieurs nucléoles par noyau. E. Les gènes codant l'ARN ribosomal 45S sont transcrits dans le nucléole. Donc pour chaque proposition, vous avez plusieurs réponses qui peuvent être justes. Donc je vous laisse d'arrêter la vidéo pour répondre à la question numéro 1. Donc la réponse, c'est que D et E. Donc les réponses sont D et E. Donc A, elle est fausse. Pourquoi? Parce que la membrane nucléaire interne est en contact avec la lamina nucléaire. Donc c'est la membrane nucléaire interne qui est en contact avec la lamina, c'est pas la membrane externe. Concernant la proposition B, elle est fausse. Pourquoi? Parce que les nucléoles ne sont pas limités par une membrane. Et pour la proposition C, elle est fausse. Pourquoi? Parce que la citerne périnucléaire est en continuité avec le réticulum endoplasmique. Donc les réponses justes concernant le noyau interphasique, c'est D, c'est-à-dire on peut observer plusieurs nucléoles par noyau, et E, c'est-à-dire les gènes codant l'ARN ribosomal 45S sont transcrits dans le nucléole. Donc on va passer à la deuxième question à propos de l'enveloppe nucléaire. Donc l'enveloppe nucléaire porte des ribosomes sur sa face externe. L'enveloppe est une bicouche lipidique. C. La lamina tapisse la face interne de l'enveloppe nucléaire. D. L'espace périnucléaire est en continuité avec la cavité du réticulum endoplasmique. E. L'enveloppe nucléaire sépare le nucléoplasme de l'hyaloplasme. Donc je vous laisse d'arrêter la vidéo pour répondre à la question numéro 2. Donc la réponse, c'est A, C, D et E. Et pour B, la proposition B, elle est fausse. Pourquoi? Parce que l'enveloppe est une double membrane. Donc l'enveloppe nucléaire est une double membrane. C'est pas une bicouche lipidique. Donc l'enveloppe nucléaire est une double membrane. Donc c'est une double bicouche lipidique. Chaque membrane est constituée de deux couches. On les appelle bicouches. Donc l'enveloppe nucléaire, elle est constituée d'une membrane externe et d'une membrane interne. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe nucléaire. Donc c'est une double bicouche. Donc seulement la proposition B qui est fausse. Les autres propositions, toutes les autres propositions sont vraies. On va passer à la proposition numéro 3. Concernant l'activité de la chromatine. Activité de la chromatine. L'hétérochromatine est plus active sur le plan transcriptionnel que le chromatine. B. Les sites d'hypersensibilité à la DNase caractérisent les régions
de liaison de facteurs de transcription sur la molécule d'ADN. C. On retrouve l'hétérochromatine facultative au niveau des centromères. D. L'acétylation des histones internucléosomiques, les histones internucléosomiques, leur acétylation diminue leur liaison à l'ADN et active la transcription. E. L'hétérochromatine constitue l'essentiel de l'ADN nucléaire. Donc, je vous laisse d'arrêter la vidéo pour répondre aux questions 3. Donc, les réponses sont B et E. Donc, concernant l'activité de la chromatine, A, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le chromatine, chromatine, c'est-à-dire vraie chromatine, est plus active sur le plan transcriptionnel. C'est-à-dire, la cellule, elle transcrit le chromatine, le vrai chromatine, en ARN. Concernant l'hétérochromatine, elle est bien sûr entrée dans ce qu'on appelle la constitution de noyaux et des composants de noyaux. C'est-à-dire, l'hétérochromatine n'est pas transcrite en ARN. Donc, A, elle est fausse. B, elle est vraie. Pourquoi? Parce que les sites d'hypersensibilité à la DNase, les DNase, ce sont des enzymes qui interviennent de la réplication, bien sûr, et dans la coupure de l'ADN, etc. Donc, les sites d'hypersensibilité d'ADN caractérisent les régions de liaison de facteurs de transcription sur les molécules d'ADN. Donc, c'est une proposition qui est vraie. C'est les fausses. Pourquoi? Parce qu'on trouve l'hétérochromatine constitutive au niveau des centromères. Donc, au niveau de centromère, le centromère, c'est-à-dire pour un chromosome, au niveau de centromère de chromosome, on trouve bien sûr un hétérochromatine qui n'est pas transcrit. C'est un hétérochromatine qui est bien sûr structural, donc constitutif. C'est pas facultatif. Un hétérochromatine facultatif, c'est un hétérochromatine qui est bloqué dans une cellule, mais elle est activée dans une autre. Ça, c'est l'hétérochromatine facultative. Je vois dans l'exemple de l'hétérochromatine facultative, par exemple, au niveau des cellules de notre peu, de notre peu, par exemple, là, les cellules de notre corps, par exemple, les cellules musculaires, ces cellules musculaires, elles ont les gènes qui sont responsables de la synthèse, par exemple, d'insuline. Mais est-ce que l'insuline est synthétisée par notre cellule musculaire? Non. Pourquoi? Donc, parce que c'est un hétérochromatine qui est facultatif. C'est quoi facultatif? C'est-à-dire, pour transcrire cet ADN, il a besoin de cellules spécifiques. C'est les cellules alpha et les cellules bêta de Langerhans que nous trouvons sur le pancréas. D'accord? Donc, pour synthétiser l'insuline, il y a des cellules spécifiques qui interviennent. Donc, le gène qui est responsable de la synthèse d'insuline, c'est un gène qui est euchromatine dans les cellules qui sont les cellules de pancréas, mais ce gène-là, il est désactivé dans les autres cellules, donc il est entré dans ce qu'on appelle l'hétérochromatine facultative. C'est-à-dire, il n'est pas transcrit dans les autres cellules. Mais il n'est pas structural. C'est un hétérochromatine constitutive. C'est un hétérochromatine qui n'est pas transcrit, qui n'est pas transcrit dans les autres cellules. Donc, son rôle seulement, il entre dans ce qu'on appelle les constituants de la cellule. Donc, il n'est pas transcrit. Donc, on trouve l'hétérochromatine constitutive au niveau des centromères. Concernant la proposition, dès l'acétylation des histones internucléosomiques diminue leur liaison à l'ADN et active la transcription. Donc cette proposition, elle est fausse. Pourquoi? Parce que l'acétylation des histones nucléosomiques, elle diminue leur liaison à l'ADN. Donc, elle active la transcription. Donc, les histones nucléosomiques qui interviennent, ce n'est pas les histones internucléosomiques. Donc, les propositions qui sont vraies pendant cette notion 3, donc la proposition 3 donc, concernant l'activité de la chromatine, donc vous avez B et E, c'est-à-dire l'hétérochromatine constitue l'essentiel de l'ADN nucléaire.
Question numéro 4. Concernant la compaction de l'ADN. La compaction de l'ADN. Donc, l'acétylation des histones non nucléosomiques permet la décondensation de matériel génétique. B. Il y a acétylation des histones nucléosomiques durant l'interphase. C. L'acétylation des histones nucléosomiques permet à terme la transcription des gènes. D. L'acétylation des histones est effectuée par des hâtes. L'acétylation des histones nucléosomiques stabilise la structure nucléosomale. Donc, je vous laisse d'arrêter la vidéo pour répondre à la question numéro 4. Donc, la réponse, c'est tout simplement B, C et D. La proposition A, elle est fausse. Pourquoi? Parce que l'acétylation des extrémités C-terminales et N-terminales des histones nucléosomiques permet la condensation. Donc, j'ai déjà expliqué ça dans le cours. Donc, chaque acide aminé, il a une fonction N-terminale. Donc, concernant les protéines, pardon. Donc, une protéine, il est constitué de plusieurs acides aminés. Donc, au niveau de chaque acide aminé, nous avons la côté qui contient NH3, le groupe NH3. Donc, cette partie, on l'appelle N-terminale. Et une partie qui contient le COOH. Donc, c'est une partie qui s'appelle le carbone C-terminal. Donc, la succession de plusieurs acides aminés, donc nous avons N-terminal et C-terminal. Donc, pour avoir une acétylation, donc l'acétylation, comme j'ai déjà expliqué dans le cours, donc l'acétylation des extrémités C-terminales et N-terminales, elle permet quoi? Elle permet la condensation de l'ADN. Donc l'ADN, il va être condensé par l'acétylation. Par exemple, au niveau des chromosomes, nous avons un ADN qui est très condensé. Par contre, au niveau des chromatines, nous avons un ADN qui est dispersé. Ce n'est pas condensé. Donc, cette condensation, elle est liée à quoi? Liée à l'acétylation des extrémités C-terminales et N-terminales des histones qui sont des nucléosomes, bien sûr, qui sont parmi les constituants de la chromatine. Donc, B, elle est vraie, C, elle est vraie, D, elle est vraie. E, concernant l'acétylation des histones nucléosomiques, stabilise la structure nucléosomale. Donc, l'acétylation des histones nucléosomales, elle déstabilise. Il déstabilise la structure nucléosomale. Donc, concernant l'acétylation, elle permet la condensation, mais cette forme qui est condensée n'est pas, c'est bien sûr, elle déstabilise la structure de nucléosome. Donc, un nucléosome, il est plus stable par, bien sûr, les autres mécanismes, mais l'acétylation, elle déstabilise la structure nucléosomale. Pour la question numéro 5, concernant les histones nucléosomiques sont au nombre de 5. Les histones sont des protéines chargées négativement. 146 paires de nucléotides s'enroulent autour de chaque octamère. Le nucléosome a un diamètre de 10 nanomètres. L'histon H4 permet l'empilement des nucléosomes en solénoïdes. Donc, je vous laisse, bien sûr, d'arrêter la vidéo pour répondre à la question 5. Donc, la réponse de la question 5, c'est et D. Donc, vous avez les réponses C et D qui sont vraies. Pour la réponse A, elle est fausse parce que les histones nucléosomiques sont au nombre de 4. Et concernant la proposition B, elle est fausse parce que les protéines d'histones, les histones, ils sont constitués essentiellement d'histidine. Et l'histidine, c'est une acide aminé qui contient plusieurs groupes NH3. Donc, c'est un acide aminé qui est chargé positivement. Donc, les histones, ils sont chargés positivement. Donc, parce qu'ils sont
bien sûr chargé d'arginine et de lysine qui contient des groupes NH, NH3 bien sûr. Les groupes, ils contiennent des groupes amines. Concernant la proposition E, elle est fausse parce que c'est l'estan H1 qui permet l'empillement des nucléosomes en solénoïde. Ce n'est pas l'estan H4. On va passer à la question numéro 6. À propos des pores nucléaires. Donc, concernant les pores nucléaires, le diamètre extérieur des pores est de 30 nanomètres. Les pores nucléaires sont constitués de protéines, les nucléoporines. Le complexe de désassemblage composé de RAN GAP n'existe que du côté nucléoplasmique. D. Chaque pore nucléaire est constitué de 3 anneaux. E. Les pores nucléaires sont des structures complexes présentant une symétrie d'ordre 6. Donc, je vous laisse d'arrêter la vidéo pour répondre à la question numéro 6 à propos des pores nucléaires. Donc, la réponse, ou les réponses justes, ici, c'est les réponses B et D. Concernant la réponse A, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le diamètre extérieur de pore nucléaire est de 120 nanomètres. Et concernant la question C, elle est fausse parce que le complexe de désassemblage ou la désassemblage, il est composé essentiellement de, bien sûr, il est composé de l'enzyme RAN, mais le RAN GAP, il n'existe pas dans le côté nucléoplasmique, mais il existe du côté cytoplasmique. Donc, au côté nucléoplasmique, on trouve RAN GTP. Mais dans le côté cytoplasmique, on trouve bien sûr l'enzyme RAN GAP. Donc, du côté cytoplasmique, on trouve RAN GAP et du côté nucléoplasmique, on trouve RAN GTP. Concernant la question D, elle est vraie. Concernant la question E, elle est fausse. Pourquoi? Parce que les pores nucléaires sont des structures complexes, présentent une symétrie d'ordre 8. Ce n'est pas une symétrie d'ordre 6. Donc, nous avons des anneaux, etc. On a déjà expliqué que le noyau contient 8 anneaux, etc. Concernant la question numéro 7. Donc, à propos des échanges nucléocytoplasmiques à travers les pores nucléaires. A. Les petites molécules traversent l'enveloppe nucléaire par diffusion simple. Donc, les petites molécules traversent l'enveloppe nucléaire par diffusion simple. B. Les grosses molécules empruntent le transporteur central de pore nucléaire. C. Les complexes d'importation sont formés de deux types de protéines, une exportine et une protéine G monomérique de la famille RAN. D. Les exportines reconnaissent une séquence signale particulière d'acides aminés appelée NLS. Les importines et les exportines entrent en interaction avec les nucléoporines pendant les échanges nucléocytoplasmiques. Donc, je vous laisse d'arrêter la vidéo pour répondre aux questions numéro 7. À la question numéro 7, pardon. Donc, la réponse ou les réponses de question numéro 7, c'est les propositions B et E. Concernant la proposition A, elle est fausse. Pourquoi? Parce que les petites molécules traversent l'enveloppe nucléaire en passant par les canaux latéraux des pores. Donc, les petites molécules, elles traversent l'enveloppe nucléaire par les canaux latéraux des pores. Et concernant les complexes d'importation sont formés de deux types de protéines, une importine et une protéine G-RAN. D'accord? Donc, ce n'est pas l'exportine. Donc, concernant les complexes d'importation, ils importent. Donc, les complexes d'importation, ils sont formés de protéines. Quel type de protéines? Ils sont, parce qu'ils font l'importation, donc ils sont composés d'importine. Ce n'est pas l'exportine. C'est les complexes d'exportation qui sont composés d'exportine.
Donc, je crois que cette proposition il est très claire. Et concernant la protéine monomérique de la famille RAN, il est toujours là. Donc, nous avons pour les protéines d'importation, nous avons l'importine plus RAN. Et pour l'exportation, nous avons l'exportine plus RAN. Et concernant la proposition D, les importines reconnaissent une séquence signal particulière appelée NLS. Donc, les importines qui reconnaissent le NLS. Concernant les exportines, elles reconnaissent la séquence NES. D'accord? Donc, la proposition D, elle est fausse. Donc, les exportines, elles ne reconnaissent pas la séquence NLS. C'est les importines qui reconnaissent le NLS. Les exportines, elles reconnaissent la séquence signal NES. Nuclear Exporting Signal. Et la proposition E, elle est vraie, donc les importines et les exportines entrent en interaction avec les nucléoporines qui se pendant les échanges nucléocytoplasmiques. Donc l'importine exportine, elle entre dans l'interaction avec les nucléoporines. Donc pour faire sortir ou entrer des molécules du noyau vers le cytoplasme. Donc pour la question numéro 8, à propos des échanges nucléocytoplasmiques, je vous laisse bien sûr de se concentrer sur les questions. Donc A, les protéines RAN sont impliquées dans le transport passif de protéines entre le noyau et le cytoplasme. B, il existe une grande concentration d'orange GTP dans le noyau et d'orange GTP dans le cytoplasme. C, dans le cytosol, l'hydrolyse d'orange GTP et orange GDP est réalisée grâce à un GEF. Les importines reconnaissent les séquences signales NES. Les importines se lient à la particule SRP fixée au peptide signal des protéines. Donc, je vous laisse de lire les notions attentivement et de répondre à la question numéro 8. Donc, les réponses de question numéro 8, c'est la réponse qui est B. Donc, à propos des échanges nucléocytoplasmiques, il existe une grande concentration d'orange GTP dans le noyau et d'orange GDP dans le cytoplasme. Par les autres, elles sont fausses. Pour la proposition A, elle est fausse. Pourquoi? Parce que les protéines RAN sont impliquées dans le transport actif. Ce n'est pas dans le transport passif. D'accord? Pour la question C, pour la proposition C, elle est fausse. Pourquoi? Parce que dans le cytosol, l'hydrolyse d'orange GTP est réalisée grâce à un GAP. Ce n'est pas un GEF. Et pour la question, bien sûr, D, elle est fausse. Pourquoi? Parce que les importines reconnaissent les séquences signal NLS. Les importines, elles reconnaissent NLS. NES, il est reconnu par les exportines. Comme j'ai déjà expliqué dans la question numéro 7. Pour E, il est fausse. Pourquoi? Parce que le CRP est impliqué dans l'adressage des protéines vers le réticulum endoplasmique. Et voilà. Concernant la question numéro 9, concernant la protéine RAN, elle est essentiellement sous forme liée au GTP dans le cytosol. Donc la protéine RAN, elle est essentiellement sous forme liée au GTP dans le cytosol. B, la protéine RAN a une activité GTPasique. C, il stabilise les complexes exportines cargo dans le noyau. Elle permet le clivage de signal de localisation nucléaire. Elle possède des motifs riches en phénylalanine et glycine appelés motifs FG. Donc, pour répondre à la question 9, je vous laisse d'arrêter la vidéo pour essayer de comprendre les notions A, B, C, D, E. Donc, la réponse est, donc vous avez B et C. Donc, les réponses B et C. Donc, la réponse A, elle est fausse. Pourquoi? Parce que là, est essentiellement sous forme liée au GDP dans le cytosol. Et elle est liée en forme GTP par, bien sûr, au niveau de nucléo, au niveau de, bien sûr, au niveau de, à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire au niveau de nucléoplasme. Cytosol, c'est-à-dire cytoplasme, c'est-à-dire hyaloplasme. C'est la même chose. Cytosol, hyaloplasme ou cytoplasme. Donc, cytosol, c'est bien sûr l'extérieur du noyau.
D. Le signal NLS n'est en aucun cas clévé. Donc, concernant le signal NLS, il est bien sûr, il n'est en aucun cas clévé, c'est-à-dire il est toujours lié avec bien sûr, il ne permet pas le clévage, c'est-à-dire il est toujours lié avec la molécule. Donc le signal NLS n'est en aucun cas clévé, parce que c'est un signal qui est spécifique pour les importines. Concernant la proposition E, ce sont les nucléoporines qui possèdent des motifs riches en phénylalanine et glycine, appelés motifs FG. Donc les propositions vraies sont B et C. La question numéro 10, à propos du nucléole. A. Le nucléole synthétise 3 des 4 ARN ribosomiques par l'intermédiaire de l'ARN polymérase 3. B. Les gènes codant les ARN ribosomiques 45S constituent l'organisateur nucléaire. C. Dans le génome humain, les gènes codant les ARNR d'origine nucléaire sont localisés au niveau des constrictions secondaires des bras courts de 5 paires de chromosomes. D. C'est le lieu de synthèse de l'ARNS, c'est-à-dire le nucléole, c'est le lieu de synthèse de l'ARN 5S. E. Le nucléole est limité par une membrane. Donc réfléchir concernant le nucléole. J'ai dit la dernière vidéo, elle est sur le nucléole. J'ai parlé sur le nucléole et le rôle du nucléole. Donc arrêtez la vidéo pour répondre aux propositions A, B, C, D, E. Donc les réponses, c'est B et C. Donc concernant le nucléole, B, les gènes codant les ARN ribosomiques 45S constituent l'organisateur nucléaire. Et C, dans le génome humain, les gènes codant les ARN ribosomiques d'origine nucléaire sont localisés au niveau de constriction secondaire des bras courts de 5 paires de chromosomes. Donc, j'ai déjà expliqué qu'il y a plusieurs paires de chromosomes dont il y a la synthèse de les ARN ribosomiques. Donc, plusieurs paires de chromosomes. Concernant la proposition A, elle est fausse parce que le nucléole synthétise 3 des 4 ARN par l'intermédiaire de l'ARN polymérase 1. Ce n'est pas l'ARN polymérase 3. Et pour la question D, elle est fausse. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de synthèse, bien sûr, de l'ARN 5S. Il est synthétisé au niveau de nucléoplasme. Ce n'est pas au niveau de nucléole. J'ai déjà expliqué ça dans le cours. Bien sûr, le nucléole n'est pas limité par une membrane. Le nucléole n'a jamais été nucléé par la membrane. Donc, nucléole, c'est une structure qui se trouve au niveau du noyau, mais n'est pas limitée par une membrane. C'est-à-dire, nucléole, ce n'est pas une organite. C'est une partie du noyau. 10. Donc, on va passer à la question numéro 11. Parmi ces ARN, lesquels ou lequel qui est au sont synthétisés dans le nucléoplasme en dehors du nucléole. Donc, quel est l'ARN qui est synthétisé, c'est-à-dire en dehors du nucléole? Donc, je crois que la question il est très simple. Donc, l'ARN tous les ARN sont synthétisés au niveau de noyau, précisément au niveau du nucléole, sauf l'ARN qui est bien sûr les ARN ribosomiques. Vous avez l'ARN donc pour la réponse. Donc vous avez A, B et C, c'est-à-dire les ARN qui sont synthétisés au niveau du nucléoplasme. Ce sont des ARN messagers. Bien sûr, l'ARN messager, il est synthétisé au niveau de cytoplasme par les ribosomes. L'ARN, c'est-à-dire ARN ribosomique 5S, il est synthétisé aussi au niveau de cytoplasme. Concernant l'ARN ribosomique, concernant les autres ARN ribosomiques,
Ils sont synthétisés au niveau de nucléole. Et bien sûr, l'ARNT, elle est synthétisée au niveau de cytoplasme. Donc, les ARN ribosomiques, tous les ARN ribosomiques, ils sont synthétisés au niveau de nucléole, sauf l'ARN R5S. L'ARN R5S, c'est le seul ARN ribosomique qui est synthétisé au niveau de cytoplasme. Les autres ARN ribosomiques sont synthétisés au niveau de noyau, au niveau de nucléole. Concernant l'ARN messager, l'ARNT, ce sont des ARN qui sont synthétisés au niveau de cytoplasme. Donc, les ARN qui sont synthétisés en dehors de nucléole, nous avons ABC, c'est-à-dire l'ARN messager, l'ARNT, et bien sûr l'ARN R5S. Ce sont des ARN qui sont synthétisés hors nucléole, c'est-à-dire au niveau de cytoplasme. La dernière question qu'on va voir dans cette séance, c'est concernant les ARN ribosomaux ARNR45S. Donc, concernant ces ARN45S, donc il existe deux copies de gènes codant les ARN-R45S par génome diploïde. Cette question, c'est une question, bien sûr, de compréhension. B. Les gènes codant les ARN-R45S sont transcrits par l'ARN polymérase 1. C. Les ARN-R45S sont clivés dans le nucléole. D. Le clivage des ARN-R45S produit une molécule d'ARN-R5S. E. Les ARN-R45S codent les protéines ribosomales. Donc, ce sont des questions qui sont très simples. Seulement, il faut se concentrer sur les propositions. Donc, je vous laisse d'arrêter la vidéo pour répondre à la question. Donc, les réponses sont très faciles. Donc, vous avez les ARN ribosomaux 45S. Donc, les gènes qui codent les ARNR 45S sont transcrits par l'ARN polymérase A. Donc, c'est clair. Donc, comme j'ai déjà expliqué, concernant la synthèse bien sûr, des ARN, tous les ARN ribosomiques sont synthétisés par l'ARN polymérase A, sauf l'ARN 5S. Ribosomal 5S. Donc, cet ARN ribosomal 5S, il est synthétisé par le polymérase 3 parce qu'il est à l'extérieur du noyau. Donc, il existe, bien sûr, concernant A, il existe deux copies de gènes codant les ARNR45 par génome diploïde. Donc, bien sûr, cette proposition, elle est, bien sûr, elle est fausse parce qu'il existe 150 jusqu'à 200 copies de gènes qui codent l'ARN45S par génome diploïde. Donc, l'ARN45S, c'est l'ARN le plus grand qui, bien sûr, qui va être après clivé. Et il va donner trois types d'ARN qui sont 18S, 5,8S et 28S. Et ce n'est pas l'ARN, bien sûr, 5S. Donc l'ARN 5S, il est synthétisé en dehors. Mais l'ARN 45S, c'est un ARN ribosomal, ARN ribosomique qui va être, bien sûr, clivé, c'est-à-dire va être divisé en trois pour donner l'ARN 18S, 5,8S et 28S. Donc, la proposition D, elle est fausse. Donc, le clivage des ARN 45S produit une molécule d'ARN faux. Donc, concernant le 45S, il ne produit pas le 5S. L'ARN 45S, c'est le plus grand ARN et va être clivé en 3 ARN. En 18S, 5,8 et 28S. Concernant le 5S, il est synthétisé au niveau de cytoplasme. Concernant les ARN ribosomal 45S, ne sont pas traduits. C'est-à-dire, ils ne sont pas traduits, donc pas de protéines. Ce sont des ARN qui entrent dans la structure de, bien sûr, qui vont être clivés. Ils vont donner 18S et 5,8S et 28S. Ces ARN ribosomales ils vont entrer dans la structure de ribosome. C'est-à-dire, les ARN 45S ne sont pas traduits, mais ils sont clivés, sont divisés sur 3. Ils vont donner les 3 ARN ribosomales 18S, 5,8S et 28S.
J'espère que vous avez compris cette partie du noyau et j'espère que vous avez amusé de répondre aux ces 12 questions. Donc, on se verra dans la prochaine séance. Au revoir tout le monde.